Tu savais que plus de 1 million de Français sont alimentés par de l'énergie citoyenne? Bienvenue dans Soif de Sens, l'émission qui t'aide à construire une société et une vie pleine de sens. Chaque semaine, je reçois un humain inspirant pour t'aider à incarner le changement. Et aujourd'hui, on accueille Marc Mossalgue du mouvement Énergie Partagée, qui est partenaire de cet épisode, pour raconter l'histoire de citoyens et de collectivités qui reprennent le pouvoir sur leur énergie. Salut Marc. Bonjour. Ça va bien? Ça va très bien. Alors, je te présente en 10 secondes. Tu es le premier salarié d'Énergie Partagée, un fonds d'investissement, ça peut faire peur, mais non, citoyen, qui rassemble d'un côté des collectifs locaux avec des citoyens, des pros des énergies renouvelables, des collectivités, etc., qui montent leurs propres projets d'énergie citoyenne, donc 100% locaux et renouvelables, solides aussi, c'est important, et labellisés, et qui les met en contact avec des citoyens comme vous et moi, qui veulent investir dans ce mouvement d'énergie citoyenne et dont la vente d'énergie de ces projets nous rémunère ensuite en tant qu'actionnaire solidaire. Donc, concrètement, si vous visualisez pas trop, ça peut être autant en Loire-Atlantique, 1 millier de citoyens qui a monté un parc de 4 éoliennes qui alimente 8000 foyers. Dans les Vosges, restaurer une petite centrale hydraulique qui alimente 600 foyers ou 500 mètres carrés de panneaux solaires sur plein d'écoles dans le Calvados. Pour commencer, est-ce que tu peux nous raconter l'histoire du cofondateur d'Énergie Partagée qui, avec sa femme en 2002, voulait monter une petite éolienne de 10-15 mètres carrés dans leur jardin pour agir pour le climat? Et ça ne s'est pas passé comme prévu, je crois. Alors effectivement, initialement, c'est l'histoire parmi d'autres, mais c'est une histoire en particulier qui a été assez fondatrice. C'est cette histoire de ce couple. Ils se sont un peu renseignés, ils se sont rendus compte que non seulement c'était pas facile à faire, mais c'était même très très compliqué d'installer ça. Okay. Une éolienne de 10 mètres, 12 mètres, 13 mètres dans leur jardin, et que c'était finalement quasiment les mêmes réglementations que pour installer une vraie éolienne de plusieurs, de 10 fois cette taille, de 100 mètres ou de 150 mètres. Ils se sont rendus compte que c'était les mêmes galères, donc ils se sont dit, tant qu'à faire, si on en parle à nos amis, si on en parle à nos réseaux, si on en parle à l'instituteur, si on en parle aux gens autour de nous, est-ce qu'on ne peut pas se rassembler à plus pour monter un vrai parc éolien avec des vraies grandes éoliennes pour que ça ait un vrai gros impact et que quitte à y passer du temps et des efforts, que ça rapporte vraiment un gros impact écologique. Oui, donc c'est galéré, autant voir 10 fois plus grand. C'est parti de ça, et ça c'était effectivement... alors Michel Leclerc, qui est un des fondateurs de ce projet-là, a participé à ce projet. Il faisait partie de ce premier groupe avec ce premier couple, et ça a lancé toute une dynamique là-bas sur la dynamique de projet de parc éolien citoyen. Et puis, plus largement, quand ils se sont remis en lien avec d'autres initiatives, d'autres irréductibles français qui étaient répartis en droite à gauche du territoire français, ça a lancé Énergie Partagée par la suite. Parce qu'en fait, ils ont initié le truc avec plein d'autres gens au même endroit, un peu partout en France et à l'étranger. Mais en fait, il y avait tellement une envie dans plein d'endroits de le faire, mais qui n'était pas forcément encore matérialisé, que de voir des gens qui le font. Les autres, ils se disent quoi? Mais c'est possible, mais vas-y, on se chauffe, quoi. C'est parce que c'est impossible qu'ils l'ont fait. C'est ce qu'ils disent tout le temps, et c'est ce que disent généralement beaucoup de porteurs de projets qui se lancent en David contre Goliath sur des sujets qui semblent pharaoniques. Là, c'était tout allait contre eux. C'est-à-dire que c'était à la fois remettre en cause le système énergétique, remettre en cause qui le décide, qui le fait, qui a le droit de monter ce genre de projet industriel auquel personne ne pensait avoir droit à avoir voix au chapitre. Donc, il s'attaque à ça. Il s'attaque aussi au fait de pouvoir collecter de l'épargne citoyenne, c'est-à-dire que des gens puissent non pas mettre leur argent que à la banque ou sur un livret A, mais dans une coopérative. Il n'y a pas de cadre prévu pour... Voilà, ce serait entre nous. Donc là, oh là là, on va dire l'administrateur, enfin l'AMF, l'autorité des marchés financiers, voit ça, on se dit oh là là, mais qu'est-ce qu'ils font là-bas? Ils sont en train de s'échanger de l'argent. Donc il a fallu essuyer beaucoup de plâtre, faire changer beaucoup de réglementations, et ça a été finalement ça le déclencheur d'Énergie Partagée, de la raison d'être d'Énergie Partagée. Ouais. En 2014, du coup, le parc éolien Bégawatt, donc ce projet, donc ça a mis 10 ans quand même, aujourd'hui ça va beaucoup plus vite, je vous rassure, a vu le jour avec une centaine d'actionnaires citoyens. Toi, tu bossais déjà pour Énergie Partagée, et alors vous aviez déjà financé plein de projets, donc dans le solaire notamment, mais c'était votre premier parc éolien, et surtout voilà, un gros projet. On a tendance à se dire que l'énergie, voilà, c'est un sujet technique, donc
si vous n'êtes pas ingénieur friendly, voilà, ça peut être assez chiant. Au contraire, justement, moi, ce que je trouve super intéressant dans votre projet, c'est que ça a l'air d'être quand même une sacrée teuf. Tu peux nous parler de la fête que c'était ce jour-là, du lancement du parc? Complètement. C'est effectivement l'énergie. Tu dis c'est un sujet, ça peut paraître technique, mais en réalité c'est un sujet qui est bien au-delà de technique, qui est culturel, qui est social, qui touche à plein de sujets. Et en réalité, c'est comment est-ce qu'on arrive à cultiver une énergie locale qui va nous fédérer. Et finalement, là, on a pris le prétexte de l'énergie. On aurait pu prendre d'autres prétextes, de l'agriculture, bref, plein de choses. L'idée, c'est juste de se rassembler entre citoyens d'un même territoire pour décider ensemble ce qu'on veut. Et là, pendant 10 ans, ça a duré 10 ans cette aventure, pendant 10 ans, ils avaient fait des réunions, des CA, des moments où ils décidaient ensemble de la taille des éoliennes, de qu'est-ce qu'on va faire des revenus, mais est-ce qu'on fait des ateliers pour les écoles, par exemple. J'avoue, 10 ans, ils étaient déterminés, parce qu'il faut les tenir, les gens en haleine qui sont là avant. Surtout quand c'est sur 2 ans, 3 ans, tu sais pas du tout si ça va vraiment arriver, si ça va vraiment se réaliser. Là, c'est peut-être pour ça qu'ils ont tenu, du coup. Ben ouais, ils voulaient absolument que ça tienne. Et donc voilà, ils se tenaient tous, portés aussi par un bel élan, une belle énergie, un bel enthousiasme. Et effectivement, quand en 2014, en juin 2014, ça a été inauguré, c'était la fête. Soulagement pour tout le monde. Les éoliennes qui avaient été montées dans l'année passée, on avait suivi toutes les évolutions, l'arrivée de chaque pale, l'arrivée de chaque bout de mât d'éolienne. Les personnes étaient sur les chantiers en permanence à regarder monter ça devant leurs yeux, alors que eux, ça faisait 10 ans qu'ils pensaient virtuellement à ce moment-là. Donc, c'est un moment formidable où ils se disent, mais ça, c'est nous, personne nous a aidés, personne l'a fait à notre place, en fait. On s'est nous-mêmes débrouillés pour faire ça. Et donc, ce moment-là, en plus, bon, c'est les Bretons, donc ils savent assez bien faire la fête. Donc, au moment où est arrivée cette inauguration, ouais, c'était un bal, c'était des bals, ça dansait dans tous les coins, ça mangeait, ça trinquait dans tous les coins. Il y avait des animations, des parcours autour des éoliennes, une randonnée qui a été mise en place. Faut voir que ces gens se connaissaient déjà bien parce qu'ils avaient fait beaucoup de choses ensemble. Ils étaient plusieurs centaines à avoir fait une sorte d'animation de groupe autour de ces éoliennes. Ils avaient lancé des réunions qui s'appelaient les réunions Tupperwatt. Une réunion où finalement tu invites les gens chez toi pour parler non pas de Tupperware, mais pour parler du fait de s'impliquer dans ce projet et que c'est comme ça qu'ils ont réussi de proche en proche à récupérer suffisamment de sous pour pouvoir lancer, de sous et de compétences aussi, pour pouvoir lancer ces projets. Trop bien. Bah, attends, 1000 Bretons qui font la fête. Il y avait un slogan, tu m'as dit, enfin un slogan, quelqu'un qui disait un bon projet, c'est d'abord un bon cubi de rosé. Ouais, ça c'est vrai que c'est à l'initiation, on va dire, voilà, au départ de beaucoup de projets, il faut de la convivialité. La convivialité, ça va mettre de l'huile dans les rouages. Pas forcément avec de l'alcool. Non, ça peut être avec un peu de sirop, voilà, ou autre. Mais bon, voilà, c'est vrai que l'expression, en l'occurrence, c'était de Combraille Durable, donc une coopérative en Auvergne, où on savait que, voilà, un bon projet, il faut y consacrer une bonne part de temps sur la convivialité et juste ne pas faire, juste se connaître, apprendre à se connaître, apprendre à se faire confiance, à prendre plaisir à être ensemble. Ça fera que lorsqu'il y aura des sujets un peu plus techniques, un peu plus touchy, on aura, on va dire, les batteries rechargées pour pouvoir travailler ensemble. Ouais, bah c'est toujours le putain de facteur humain qui fait foirer les projets associatifs et pas que d'ailleurs. Mais du coup, ou qui les fait grandir, justement. Ouais, bah tu peux pas tenir 10 ans si tu peux pas blairer tes voisins et que tu fais ça juste pour économiser un peu sur ta facture ou pour le climat. Ouais, et puis non seulement il y a se connaître entre voisins, et puis après il y a connaître aussi l'élu, la personne à qui on n'osait pas parler, la personne qui fait pas partie de notre milieu, la personne qui aime la chasse alors que nous pas trop, la personne qui aime si voilà, c'est des ruptures culturelles qui se font autour d'un projet qui rassemble, et ça fait progresser beaucoup les gens aussi, hein. S'obliger à aller à une réunion, on sait très bien qu'il y a quelqu'un, bon, a priori on lui aurait pas parlé, finalement se rendre compte que de fil en aiguille on se rapproche, et puis après qu'on est les meilleurs amis du monde, c'est arrivé sur plein de projets, et ben ça c'est quelque chose quand même. C'est pas quantitatif, mais c'est un vrai impact social de ce genre de projet. Ouais, c'est génial, parce que là où les gens peuvent juste voir de l'argent qui est fléché vers des énergies locales et renouvelables, bah en fait non, il y a énormément de liens sociaux, de démocratie qui est un facteur important chez vous et qu'on voit pas forcément au premier abord.
Un autre exemple, c'est celui de Christelle Sauvage, une autre cofondatrice d'énergie partagée, qui a lancé un projet éolien dans les Ardennes parce qu'elle avait vu que en Allemagne et en Belgique, voilà, il y a énormément de projets citoyens. Par exemple, en Allemagne, je crois que c'était en 2014, la moitié de l'énergie issue d'origine renouvelable provenait de projets citoyens, alors qu'en France, c'est que 1 ou 2 du renouvelable qui est d'origine citoyenne. Et par exemple, à Schönau, en 2014, les citoyens ont même lancé leur propre coopérative et racheté leur réseau d'électricité à l'État. Donc, genre, c'est quelque chose qui existe, qui est possible. Et ce que j'ai découvert grâce à une super BD que vous avez faite, c'est que c'était comme ça partout avant, en fait, jusqu'au début du XXe siècle. Donc, le gros de l'énergie, c'est ouais, le bois, le charbon et les rivières. Et chaque territoire, on l'a un peu oublié, en France en tout cas, gérait son énergie localement, selon ses ressources. Donc, on gaspillait sûrement un peu moins aussi. Peut-être que ça vient de là, le fameux « Eh oh, c'est pas Versailles ici » qu'on a tous entendu de nos parents. Est-ce que tu peux nous raconter justement comment c'était la norme avant que l'énergie soit gérée localement et quels avantages il y a à reprendre en main la gestion de notre énergie plutôt que de la laisser aux mains de multinationales? Ouais, effectivement. Alors après-guerre, il y a eu donc cette grande orientation stratégique de centraliser la production d'énergie et la distribution d'énergie, ce qui était une nécessité parce que le pays était à plat, donc il fallait filer C'est les pour systèmes reconstruire plus vite. Voilà. On a dû changer de stratégie. La stratégie auparavant, c'était plutôt celle que tu disais, c'est-à-dire territoire par territoire, identifier les potentiels, développer et former les compétences locales de personnes qui vont savoir construire, qui vont savoir développer des projets, puis s'occuper de l'énergie hydraulique, de s'occuper de l'énergie du bois, enfin bref, voilà, de pouvoir capter le potentiel local et de faire attention évidemment à ne pas surproduire. Ça aussi, c'est une logique qu'il y avait spécifiquement à cette époque-là. On ne va pas produire de l'énergie qui n'est pas nécessaire, d'autant plus qu'elle Parce coûte que de ça l'argent. oui, ça coûte cher. Donc voilà, cette logique-là, tout n'était pas forcément à regarder, on va dire, n'est pas à garder, parce que dans la centralisation, il y a aussi des aspects de solidarité et de robustesse qui sont très intéressants à avoir, d'avoir gagné. Mais néanmoins, voilà, on observe que les territoires, il y a des territoires, par exemple, à ce moment-là, qui ont fait le choix de ne pas centraliser. C'est-à-dire qu'ils sont restés des régies, qui sont restés des territoires, on va dire, autonomes dans leur gestion de l'énergie. C'est le cas de Grenoble, par exemple. Si vous habitez Grenoble, vous savez qu'il y a GEG, par exemple, donc, qui est le fournisseur spécifique de Grenoble. Mais il y a une centaine de territoires comme ça en France qui n'ont pas souhaité on va dire, se mettre dans cette centralisation et qui ont gardé cette autonomie. On voit que c'est assez intéressant parce que, voilà, comme on le disait, ça fait poser certaines questions de base et de bon sens autour de l'énergie, de sa production et de sa consommation. Maintenant, on essaye, nous, avec Énergie Partagée, de reprendre un petit peu, de se réapproprier cette énergie dans les territoires, de faire revenir un peu de compétences aussi et de vision stratégique énergétique pour que les territoires puissent se positionner à se dire, chez nous, qu'est-ce qu'il est pertinent et de bon sens de faire? Dans quel sens est-ce qu'on doit aller? Est-ce qu'on doit développer le vent? Enfin, l'éolien? Est-ce qu'on a un potentiel en particulier? Et à partir de ces consommations et de ces productions, de faire un calcul pour pouvoir imaginer ce qui est intelligent de faire. Et donc voilà, c'est cette logique-là qu'on essaye de réinsuffler dans les territoires, de se réapproprier l'énergie, ce que ça veut dire, sa production, et puis dans le même temps, d'expliquer aux habitants ce que ça veut dire quand ils allument la prise, quand ils allument leur interrupteur ou quand ils utilisent leur prise. L'énergie, elle vient d'où? Elle a parcouru quoi? Elle a été produite dans quelles conditions? Et qu'est-ce qui paye? Et qui y paye? Et pour moi, c'est un point important de montrer que si en France, ça peut vous sembler atypique, déjà, ça l'est de moins en moins. Et surtout, du coup, il y a plein de pays en Europe et sûrement dans le monde où, en fait, c'est ultra mainstream, quoi. Et des projets citoyens, en fait, c'est ultra courant. Et donc, c'est juste nous qui sommes à la bourre, en fait. Et que sur le côté énergie locale, alors peut-être moins citoyenne, mais avant, c'était la norme. Donc, en fait, c'est juste un retour à quelque chose qu'on a connu pendant super longtemps. Et puis, en mieux. Tout à fait. Et puis, je dirais même parler à son voisin, se rassembler dans une salle polyvalente, de parler de sujets qui nous concernent, qui concerneront nos enfants, leurs enfants, le territoire, de parler des attachements, des liens à ce territoire, de ce qui fait sens, de ce qu'on a envie de transmettre.
waouh, c'est des moments ultra précieux et c'est des moments qui comptent, en fait, qui comptent vraiment. Et au moment où on commence à se demander, waouh, qu'est-ce qui compte vraiment dans ce que je fais? Est-ce que voilà, scroller toute la journée sur mon téléphone, est-ce que ça compte vraiment? Qu'est-ce qui reste? Qu'est-ce que l'histoire retiendra? L'histoire retiendra ces coopératives, c'est sûr. Et chacune des personnes qui aura pris part dedans pourra se dire, j'y étais. Trop bien. C'est ça qui est vertigineux aujourd'hui, c'est que notre société est complètement accro à l'énergie, on consomme de plus en plus, et en même temps, c'est ultra opaque, on n'y connaît rien. Souvent, ça vient au moins en partie de l'étranger, que ce soit du gaz russe ou je sais pas, l'uranium pour le nucléaire. Et donc, il y a ce paradoxe où on sait qu'on va vers un monde où l'énergie va se raréfier, et pourtant, bah, on se pose pas trop. Enfin, ouais. Sur effectivement le à qui profite l'électricité, à qui profite l'énergie, c'est intéressant de se poser la question et de tirer un peu le fil. Dans quelles conditions est produite cette énergie? Est-ce qu'elle est produite près d'ici? Par quel type de filière? Par quel type de technologie? Est-ce qu'elle est produite loin d'ici? Est-ce que dans les deux cas, qui est propriétaire de ces unités de production? Si tu commences à tirer ce fil-là, tu commences à te dire, bon, bah, en fait, l'argent que je paye sur ma facture, il part directement très loin. Et il part sur des gens qui ne sont pas du tout intéressés à savoir si ce qu'on fait ici territorialement, ça va dans le bon sens, si on respecte l'environnement, si on respecte, ne serait-ce que si on se respecte les uns les autres. Dès lors que tu commences à te poser ces questions, tu te rends compte que tu as besoin de relocaliser cette conscience énergétique et donc de trouver ici des acteurs locaux, des coopératives, des acteurs qui vont se dire, OK, nous, on produit dans un certain cadre de conditions et les revenus qui viennent de vos factures combinées, voilà ce qu'on va en faire. Ça va aller pour le territoire, voilà si c'est une collectivité par exemple, ou ça va même aller à des actions sur autour de la précarité énergétique, pour limiter la précarité énergétique, pour réhabiliter les bâtiments, pour la mobilité, du covoiturage, des voitures partagées. Bref, tu peux faire plein de choses en levier derrière. Locaux, Donc, c'est ça qui est intéressant autour des coopératives, c'est de tisser tout le fil qui va de la prise jusqu'à l'impact de l'argent issu de la facture. Ouais. Ça, il y a des études qui montrent qu'un euro investi sur un territoire, dans un projet d'énergie citoyenne par exemple, mais ça marche pour tous les projets citoyens, bah ça rapporte 2 à 3 euros au territoire par rapport à un projet national ou international. Voilà, il peut y avoir de l'optimisation fiscale, où on ne va pas forcément faire attention à embaucher des gens localement, etc. Et donc, il y a moins ce cercle vertueux. Et oui, ce que j'ai essayé de dire, c'est que c'est quand même hallucinant qu'on soit aussi dépendant de cette énergie et de plus en plus, et que pour autant, voilà, on ait pris plus de distance avec son fonctionnement, quoi. Ouais. Après, c'est vrai que rien ne nous oblige et rien ne nous incite à vouloir aller dans le sujet énergie. C'est-à-dire qu'il a été tenu assez loin du citoyen pendant très longtemps. Vous inquiétez pas, on s'en occupe. L'État le fait, vous n'avez qu'à payer à l'opérateur national une facture régulière qui sera très faible, donc vous n'aurez aucune raison de vouloir vous poser des questions. Et des centrales, moi je suis plutôt rassuré que ce soit un État qui les gère plutôt que des citoyens. On est bien d'accord. Mais toujours est-il que le citoyen, lorsqu'il grandit, à aucun moment il se dit, tiens, ce serait vraiment très utile que je me pose la question de l'énergie. Non, ça n'arrivait pas. Sauf dernièrement où on a commencé à se rendre compte que l'énergie est au cœur de beaucoup d'enjeux. Et donc, on sent que c'est nécessaire de se positionner sur ces sujets-là et de se réapproprier ce sujet, quand bien même c'est pas simple. Et donc, de fil en aiguille, c'est ce qu'on essaye de faire, et notamment grâce à cette BD dont tu parlais tout à l'heure, Ma propre énergie, qui retrace la manière dont nous avons été désappropriés de ce sujet et la manière dont nous pouvons, si nous le souhaitons, nous réapproprier ces sujets à la faveur justement de choix du 100% renouvelable, du choix de limiter notre consommation d'énergie, de limiter, d'optimiser nos logements, voilà. Toute cette logique autour d'une meilleure utilisation de l'énergie à disposition des citoyens. Oui, parce qu'à la limite, que vous soyez pro-nucléaire ou anti-nucléaire, là, c'est même pas la question, parce que vous suivez d'abord le scénario Négawatt, où la priorité, c'est d'abord la sobriété énergétique, puis l'efficacité énergétique, et ensuite seulement le développement du renouvelable. Voilà. Exactement, non, c'est ça. Et on insiste bien sur cet ordre-là, c'est-à-dire que on a beau vouloir, nous, démontrer que la production d'énergie renouvelable est utile, est bénéfique au territoire et est nécessaire pour quel que soit le scénario de l'avenir, on est quand même bien conscient que ça n'aura d'utilité et de pertinence si et seulement si
la consommation est limitée au maximum. C'est-à-dire, si la sobriété, si des mesures de sobriété sont adoptées, si on comprend que les gaspillages, laisser allumer des bureaux toute la nuit, laisser des enseignes lumineuses tourner la nuit quand personne n'est là, voilà, il y a des inepties énergétiques. Il faut déjà régler tout ça. Il faut déjà s'assurer qu'on ne va pas utiliser des grippins dans des passoires thermiques. Donc, des grippins, je veux dire les radiateurs. Oui, j'ai compris après. Oui. Des radiateurs électriques à résie qui consomment énormément, qui surconsomment, sous des fenêtres qui seraient mal isolées. C'est pas le cas chez toi, mais ça arrive assez régulièrement en France qu'on pense avant tout énergie avant de penser réduction de la consommation de l'énergie. Donc voilà, nous on enchaîne bien. Réduction de la consommation d'énergie, optimisation des usages et des outils et des équipements. Puis après, pour cette partie qui reste nécessaire de produire, se tourner préférentiellement vers les énergies renouvelables qui sont renouvelables, qui sont disponibles, qui sont là. Il n'y a plus qu'à les capter. Et la technologie existe et les toitures existent. Donc, qu'est-ce qu'on attend ? Pour moi, c'est important aussi souvent, on peut avoir l'image d'amateurisme un peu liée quand on parle d'énergie citoyenne. Bon, déjà, à chaque projet, voilà, c'est pas 3 personnes qui lancent un truc. Souvent, c'est des centaines ou des milliers de personnes. Et c'est en co-construction avec des élus, avec des collectivités, avec des professionnels locaux. Et surtout, maintenant, vous avez quand même pas mal de bouteilles. Donc, voilà, c'était quand même pour je sais pas comment dire, déclichéiser, c'est pas du tout français, mais voilà, ce côté amateur qu'on pourrait avoir de l'énergie citoyenne. Ouais, complètement. Et dans de plus en plus de cas, on se rend compte que les projets citoyens, ils sont d'autant plus solides qu'il y a justement ce que tu dis là, c'est-à-dire cette perception qu'on pourrait se dire, tiens, comme c'est des coopératives locales, comme c'est des associations, comme c'est lié aux collectivités, ça va forcément être un peu moins sérieux, un peu moins carré. C'est pas du tout le cas. Et justement, on arrive avec avec notre sensibilité citoyenne à proposer à tous ces acteurs une sorte de méthode pour se mettre tous en confiance, pour comprendre aussi qu'est-ce que chacun attend des projets, qu'est-ce que chacun souhaite absolument, quel intérêt chacun a dans les projets, quelle responsabilité a, et de mettre finalement carte sur table assez vite sur qu'est-ce que chacun peut apporter. Le développeur industriel peut apporter sa technicité, son expérience sur les projets de grande taille. Très bien, et ben ça, on va mettre ça au pot. La collectivité, elle aura ce souci de l'intérêt général pour le territoire, du temps long. Donc ça, on mettra au pot et ce sera intéressant d'avoir quelqu'un qui peut être cette vigie. Les citoyens, ils mettront l'animation du territoire, peut-être même des compétences techniques, juridiques, de communication, de mobilisation. Très bien. Et finalement, quand tu mets tout ça bout à bout, ça fait des projets qui sont d'autant plus robustes et d'autant plus acceptés, qui génèrent l'adhésion et qui tiennent beaucoup plus la route que si c'était l'un de ces trois-là qui avait tout seul lancé son projet contre ou sans les deux autres. Et donc voilà, ces projets sont beaucoup plus équilibrés, ils deviennent beaucoup plus sains, et la plupart des projets qu'on suit, de ce fait, n'essuient que très peu de recours. Les projets éoliens, on parlait du projet de Bégawatt tout à l'heure, ce projet éolien est un des premiers à avoir n'avoir eu aucun recours, c'est-à-dire aucune personne qui dépose plainte, entre guillemets, contre ce projet en disant non, mais il ne va pas du tout. Non, le territoire était derrière, les collectivités étaient derrière, les acteurs locaux et acteurs économiques étaient au soutien. Donc, ça s'est fait. Alors, on l'a vu par exemple dans les épisodes avec Arthur Keller ou Jean Covici, ou même juste par votre actu écolo que vous suivez. L'énergie, plutôt le manque d'énergie, comme on en est de plus en plus dépendant, voilà, c'est quelque chose qui peut faire peur. Et justement, moi, ce que je trouve génial chez Énergie Partagée, c'est que ça permet de s'engager et de reprendre une partie du pouvoir sur notre énergie. Et donc, c'est pour toutes ces raisons liées à l'énergie, à la relocalisation des territoires, etc., que vous avez monté Énergie Partagée. Donc aujourd'hui, c'est un fonds d'investissement citoyen avec 850 collectivités et 7500 actionnaires citoyens qui ont investi 44 millions d'euros. Investi dans quoi ? Dans 500 projets citoyens, donc on l'a dit, de sobriété, d'efficacité énergétique et de renouvelables. Et tous ces projets, ils alimentent 1,2 million de personnes. C'est énorme. Tu me disais, ouais, c'est plus que la taille de Lyon et moins que entre Lyon et Paris, quoi. Et dans un monde où l'énergie se raréfie, ça me paraît logique que les pays producteurs, ils vont d'abord la garder pour eux.
Donc c'est vachement rassurant, je trouve, de développer non seulement notre autonomie, mais aussi oui, notre résilience parce que c'est local, parce qu'on est plus sobre et efficace énergétiquement, mais aussi notre démocratie, comme tu l'as dit, de OK, qu'est-ce qu'on décide tous ensemble de faire sur notre territoire? Et autant, il y a 20 ans, j'ai l'impression que c'était un parcours du combattant pour juste monter une petite éolienne, autant aujourd'hui, même si paradoxalement, c'est pas si connu que ça du grand public, je pense, l'énergie citoyenne, en fait, il y en a partout. Et si juste vous alimentez 1 million de Français, dans 20 ans, il y a plein d'espoir que de voir ce qu'on peut faire dans 20 ans si on a déjà avancé autant les 20 dernières années. Alors je me demandais à quoi il ressemble, vous, le monde que vous essayez de construire. Le monde qu'on essaie de construire, c'est un monde où chaque citoyen a à disposition des leviers d'action pour que son énergie soit à l'image de ce qu'il souhaite, c'est-à-dire la plus locale possible, la plus respectueuse de l'environnement possible, et que donc ils puissent s'impliquer, non pas seulement en tant que consommateur, c'est possible, et c'est possible depuis quelques années déjà, de pouvoir choisir des fournisseurs d'électricité verts. Alors attention, il faut éviter une énergie qui serait juste peinte en verte. Il a été devenu possible avec énergie partagée de pouvoir aussi se rapprocher de coopératives locales ou de lancer soi-même des coopératives locales d'énergie. Il y en a forcément, effectivement, comme tu le disais, une près de chez vous, parce qu'il y en a partout maintenant, que ce soit des petites toitures solaires photovoltaïques sur des toits de gymnase ou sur une salle polyvalente, ou bien un parc éolien, ou bien des installations solaires au sol sur des terres insalubres, par exemple, ou des terres, des friches. Voilà, et ça, il y a des projets qui se développent de plus en plus, donc on peut y prendre part. Et si on n'a pas ce temps-là, si on ne peut pas s'impliquer sur son temps dans ces genres de projets, on peut toujours placer son épargne au service de ces projets. Et je dis bien placer, je dis bien pas donner, c'est placer son épargne, donc la confier, non pas à des fonds d'investissement ou à des banques qui en feraient, on ne sait pas grand-chose d'ailleurs, mais là, vraiment la confier à Énergie Partagée pour que ça vienne au soutien de ces projets citoyens d'énergie renouvelable. Donc voilà un peu la trajectoire qu'on a envie de se donner. C'est des territoires où il y a de plus en plus de citoyens impliqués, concernés par ces sujets, et où des projets émergent au fil des potentiels locaux et des appétences et des nécessités locales. Donc concrètement, pour ça, vous faites 3 choses chez Énergie Partagée. Donc celle dont on a parlé, collecter de l'épargne pour investir dans ces projets citoyens. Mais ça, en fait, c'était seulement la dernière brique que vous avez ajoutée. Est-ce que tu peux nous parler de vos 2 autres activités de plaidoyer et d'accompagnement de ces projets? Ouais, c'est vrai qu'on a coutume de dire qu'on fait 3 types de choses à Énergie Partagée, comme tu le disais. La première chose, c'est juste l'énergie citoyenne. Le sujet, le fait de se réapproprier l'énergie, de pouvoir en parler, informer les gens que ça existe, et puis défendre cette énergie citoyenne dans les lois ou dans les réglementations. C'est ce qui fait qu'on a abaissé beaucoup de freins depuis, par exemple, Bégan. À l'époque, c'était très difficile de collecter de l'argent. Maintenant, ça l'est beaucoup moins. C'est beaucoup plus facile de le faire. La MF est là, c'est bon, c'est les petits écolos là maintenant. Non, mais disons qu'on a montré patte blanche sur beaucoup d'aspects, qu'on a pu démontrer qu'on n'était pas là pour flouer les épargnants, qu'on était là justement pour lancer des projets utiles et nécessaires à la trajectoire énergétique et climatique. Et que ça marche. Voilà, et que ça marche, et que nous sommes sérieux, que si on nous donne des réglementations à suivre, on les suit. Donc voilà, on a pu obtenir, on va dire, des facilitations dans la loi. Donc voilà, ça c'est une première activité d'énergie partagée, c'est de porter le message de l'énergie citoyenne et de la défendre et le plus possible. Ensuite, c'est d'accompagner les porteurs de projets qui se lanceraient ou qui se lancent, de pouvoir faire jouer la mutualisation d'informations, que les projets aboutis puissent alimenter et informer et faire gagner en compétences aux prochains. Voilà, ce principe de compagnonnage, on va dire, entre projets, ça, on le gère sur l'ensemble du territoire français et dans chaque région. Dans les 13 régions françaises, il y a des équipes d'accompagnateurs qui œuvrent pour fédérer et accompagner et former les porteurs de projets. Donc ça, c'est le deuxième aspect. Et le troisième aspect, comme tu le disais, c'est de trouver un mécanisme pour financer cette transition citoyenne. Et le mécanisme qu'on a trouvé, c'est cet outil d'investissement énergie partagée, qui est une innovation complète, qui était une innovation complète à l'époque, rassembler nos épargnes
pour soutenir des projets que l'on veut voir se développer. Et là-dessus, du coup, la progression a été très importante. Ça a démarré dans les années 2010. Maintenant, comme tu le disais, on a 40 millions d'euros collectés, plus de 150 projets financés, 150 investissements dans les projets. Ça continue. Il y a des projets de plus en plus importants qui nous contactent, qui ont été lancés grâce notamment à la partie accompagnement. Donc voilà, ça commence à être un cercle qui s'amorce et qui fait qu'on a de plus en plus besoin maintenant d'actionnaires citoyens. C'est-à-dire des gens qui se disent « je veux agir, je veux prendre des actions, je veux entrer en action ». Et devenir actionnaire à énergie partagée en prenant 100, 200, 300, 400 euros, ou bien plutôt dans les médianes dont on est, plutôt 4 000, 5 000 euros, ça peut aller même très loin. Mais voilà, chacun en tout cas, à son niveau, peut faire quelque chose face au changement climatique et à la nécessité de transition énergétique. Ouais, maintenant vous avez une quinzaine d'années, le modèle il est validé, éprouvé, sécure. Maintenant, c'est comment est-ce que on accélère le changement d'échelle, parce que des porteurs de projets, en fait, il y en a. Maintenant, si on veut que ça devienne mainstream et que ça soit plus juste une alternative, effectivement, il faut de l'argent, tout simplement. Est-ce que tu peux nous parler rapidement de comment vous sélectionnez les projets que vous accompagnez? Parce que j'imagine qu'il y a de tout et de rien. C'est là, notamment, qu'à mon avis, vous filtrez les projets trop embryonnaires ou amateurs, justement, pour regarder que la crème de la crème. Et c'est quoi vos critères de sélection? Alors, au démarrage d'énergie partagée, on a créé le mouvement en même temps qu'on a écrit une charte qui définissait ce que c'était qu'un projet citoyen. Et un projet citoyen était, on va dire, défini par 4 axes. L'ancrage local, le fait que le projet soit vraiment du terrain, enfin du territoire, et soit vraiment porté par des acteurs locaux. Le fait qu'il y ait une gouvernance démocratique et transparente, voilà, donc des logiques plutôt coopératives en général. Le fait que le projet soit écologique, c'est-à-dire qu'il respecte des critères environnementaux stricts, et le fait qu'il soit non spéculatif, c'est-à-dire qu'on n'est pas là pour gagner le maximum d'argent. C'est bien si le projet est viable, c'est bien s'il est rentable, mais pas au-delà d'une certaine limite. Et si le projet est plus rentable que ça, il faut que ce soit le territoire qui en bénéficie en priorité. Voilà un petit peu les bases. Et à partir de ça, on a établi un label qui filtre les projets en détaillant beaucoup les 4 aspects que je viens de t'expliquer. Donc là, c'est des aspects très, très techniques, très clairs sur l'implication, sur la stabilité du groupe de gouvernance, sur les partenaires, etc. Bon, je te passe... Il y a un énorme travail comme un banquier, quoi, qui étudierait les dossiers qu'ils veulent financer, sauf que là, c'est assez poussé, quoi. Voilà, sur l'aspect purement citoyen. Et après, il y a effectivement l'aspect technico-économique, où de la même manière que, comme tu le dis, un banquier ou simplement un partenaire, on va regarder, parce qu'on est expert sur ces sujets, on va regarder comment se finance ce projet, quelle va être sa production, et on va challenger aussi cette production, à se dire est-ce que c'est juste, est-ce que c'est valable, est-ce qu'on y croit. Voilà, on va tout évaluer. Et à la fin de cette évaluation, on va pouvoir se déterminer si on peut accepter de financer ce projet. Et donc, on va en général financer uniquement en phase dérisquée, c'est-à-dire en phase où il y a moins de risques, le moment où tous les permis de construire ont été obtenus, où toutes les études ont été faites et ont été... Oui, assez tard, en fait, entre guillemets. Assez tard, finalement. Mais c'est pour garantir le moins de prise de risque possible pour les actionnaires. Oui, il faut qu'ils fassent leur preuve, c'est normal, quoi. Donc, en général, voilà, on arrive au moment du chantier, au moment où, en gros, il faut acheter les éoliennes, où il faut acheter les panneaux solaires. Et donc là, on arrive énergie partagée et on pose l'argent sur la table pour pouvoir faire ça. Et on reste avec les porteurs de projet tout au long de la vie du projet. Notre objectif, c'est pas de partir au bout de 2 ans parce qu'on a fait une culbute. Non, c'est pas du tout ça la logique d'énergie partagée. C'est vraiment de rester aux côtés des porteurs de projets, voire même de les aider à en faire d'autres. Voilà, à essayer d'essaimer d'autres projets à partir du premier. Oui, et ça, je trouve que c'est aussi hyper rassurant. En fait, la brique de collecte et de financement, elle est arrivée après. C'est pas ça votre mission première. À la base, c'était d'accompagner les projets et vous avez rajouté ça pour amplifier leur impact. Mais du coup, oui, évidemment que vous les suivez de près parce que c'est ça votre ADN. En fait, c'est ça qui... Tout à fait, on a rajouté ça, mais aussi parce que finalement, il y a 2 aspects. Il y a, oui, c'est le nerf de la guerre. Il y a un moment donné, une fois qu'on se retrouve face à quelqu'un qui veut nous vendre des éoliennes, il faut bien qu'on le paye. Donc, l'argent est central. Néanmoins, c'est aussi un vecteur d'appropriation, c'est-à-dire de dire, on aurait pu se dire, bah voilà, on va faire le même, on va faire
un outil d'investissement, mais on va demander uniquement à des très grandes institutions de financer. Non, là, on s'est dit, c'est l'occasion aussi d'impliquer les gens localement pour que l'éolienne qui va émerger devant chez eux, ou un peu plus loin, parce que généralement, voilà, et ben que cette éolienne, quand ils la verront tourner, ce sera un peu de leur argent, ce sera un peu de leur éolienne. Voilà. Et ça change tout à la manière d'appréhender la transition énergétique, que de se dire, c'est un choix qu'on a fait collectivement, c'est une aventure qu'on a réussi ensemble, et du coup, cette éolienne, elle tourne aussi pour moi, et aussi pour mes intérêts, mon intérêt personnel, mais aussi nos intérêts collectifs. Ouais, pour s'approprier un sujet, quoi. Est-ce que justement, sur le côté plus humain, tu aurais des anecdotes à nous raconter de projets citoyens, par exemple, où j'ai l'impression que chez vous, c'est assez fréquent, où au début, ils sont 2, 3, 4 à vouloir, je sais pas, lancer un parc solaire, monter un projet citoyen, et à la fin, ils sont 500 ou 1000? Ouais, alors ça, c'est vraiment le lot de beaucoup de projets citoyens qu'on a pu voir. Là, on en a pu observer plus de 350 désormais. C'est des projets qui, généralement, commencent avec 1 ou 2 personnes, ou 3 personnes, qui... ça a été beaucoup le cas, qui se retrouvent, par exemple, après la projection d'un film. On a notamment pu être dans le documentaire Après-demain de Cyril Dion. On a fait des projections partout en France. Et à l'issue de ces projections, souvent, des gens se retrouvent à la fin de la projection, au fond de la salle, pour dire, bon, bah, qu'est-ce qu'on fait vraiment ? Et des projets ont émergé comme ça, des projets qui, parfois, notamment en Ile-de-France, par exemple, avec Énercitif, où ça s'est lancé suite à ce genre de projet. Et plein de petits collectifs se sont mis en lien au fur et à mesure en disant, ben oui, nous aussi on veut le faire, c'est pas facile, on est à Paris, il y a beaucoup de contraintes, mais on va le faire. Et ils l'ont fait, ils ont réussi à lancer des premiers projets en Ile-de-France. Mais j'ai envie de dire, près de chez vous, il y a forcément aussi un projet de ce type qui est né d'une personne ou d'une dizaine de personnes qui étaient motivées, qui n'ont pas lâché l'affaire, et qui sont allés jusqu'au bout. Donc, moi, je vous conseillerais de les rejoindre. Je vous mets la carte des projets en description si vous voulez jeter un coup d'œil à ce qu'il y a comme projet à côté de chez vous. Et n'hésitez pas à les contacter ou à aller jeter un coup d'œil. Oui, parenthèse, le Après-demain, donc c'est le documentaire qui faisait suite au documentaire qui a eu un César d'ailleurs de Cyril Dion et Mélanie Laurent, voilà, qui a fait je sais pas combien plus d'1 million d'entrées. Et où, du coup, ils avaient fait une suite Après-demain. Où du coup il y avait énergie partagée. Ouais, c'était une suite où ils venaient justement se demander si après le grand engouement qu'il y a eu après le film Demain, si les initiatives qui avaient été pointées du doigt à ce moment-là se poursuivaient. Et donc là, en l'occurrence pour l'énergie citoyenne, il avait pu constater qu'il y avait eu vraiment justement une belle trajectoire. Et il s'était même rendu, Cyril Dion, sur l'inauguration qu'on avait faite d'une toiture en région grenobloise. Il était venu avec Laure Noila. On avait fait une grande fête avec lui aussi. Et donc c'était une super reconnaissance pour tous ces bénévoles, tous ces gens qui travaillaient depuis des mois, des années sur la mise en place de toitures solaires sur Grenoble, de voir arriver Cyril Dion et puis de voir trinquer avec lui au moment de l'inauguration. Donc, non, voilà, c'est plus stylé qu'un ministre. Ah ouais, il était super fan. Moi, c'est ça qui me plaît beaucoup, c'est qu'on a voilà, c'est ce côté éprouvette, ce côté symbole de la transition énergétique qui est tout près de chez soi. Et derrière, il y a des aspects auxquels on ne s'attendait pas. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui, au contact de projets ou impliqués dans des projets, ont complètement changé de métier. Ils se sont réorientés vers les métiers de la transition énergétique ou de la production d'énergie renouvelable. Il y a des gens qui ont compris ce que c'était qu'un peu les enjeux politiques et qui, du coup, sont montés aussi sur l'aspect engagement en tant qu'élus. Et globalement, c'est des gens qui sont extrêmement fiers de ce qu'ils font. C'est-à-dire que bon, ça se mesure pas en termes de kilowattheures ou de personnes ou d'euros. Mais quand tu as quelqu'un qui est extrêmement fier et qui a les yeux qui pétillent parce qu'il est impliqué dans une coopérative, bah, c'est formidable. Voilà, c'est en soi, l'énergie citoyenne réussit à faire ça. Ah, je trouve ça génial ce que tu dis que bah ouais, comme plein de gens qui, je sais pas, qui connaîtraient rien au bricolage, la plupart des gens on n'y connaît rien à l'énergie. Bah là, du coup, tu vas au charbon, plutôt à l'éolienne, pour monter en compétence. Et du coup, ouais, en se réappropriant ces sujets, bah après, c'est sûr que si tu veux être responsabilisé, il faut bosser un peu. Mais bah ouais, tu montes en compétence, tu dis ça crée des vocations professionnelles. Peut-être bah tu t'impliques plus en politique parce que bah, non seulement tu développes des contacts parce que tu t'engages, mais aussi juste parce que tu te rends compte que c'est possible et que bah, tu as plus de pouvoir que ce que tu crois. Donc, je trouve ça génial comme effet indirect de projet collectif, tout simplement. Et puis, l'effet d'entraînement de ces coopératives, on sous-estime on va dire, le caractère mimétique des politiques publiques vis-à-vis de ce genre de poisson pilote
On tente quelque chose, et puis finalement, les élus l'entendent. Ils se disent, oh bah dis donc, je l'ai entendu il y a un mois, il y a 6 mois. Bon, ça veut dire que ça tient. Il y a un an. Tiens, ils font leur inauguration. Bon, bah je vais y aller quand même. Je vais aller voir. Ah, ils en font 2, ils en font 3. Tiens, ils sont en lien avec des partenaires. Tiens, ils sont en train de d'essaimer sur d'autres territoires. Oh, bah faut que je lance un gros programme. Voilà. Et c'est comme ça qu'on finit d'influer finalement sur les politiques locales, les politiques publiques locales, et puis finalement de proche en proche, départementales, régionales, et puis bon, qui sait, nationales. Donc C'est des milliers de votes aussi, quoi. ça part de là en fait. Et si chacun fait un petit quelque chose, bon là je vais repartir sur le colibri, etc. Mais c'est vraiment cette notion-là, c'est qu'on a tout proche de chez nous, sans doute, l'amorce, le démarrage d'un changement global et systémique. Voilà, il suffit de faire le premier pas, et le premier pas, ça peut être dans une coopérative près de chez soi. Et ouais, et tu me racontais, il y a plein d'histoires aussi où peut-être ton élu local, il est un peu réticent, mais en fait, toi, en montant le projet, bah, il y a 3 maires des alentours qui vont se dire, mais c'est trop bien ce que vous faites, est-ce que vous pouvez nous aider à le répliquer chez nous? Enfin, je trouve ça génial. Alors, il y a des gens qui nous écoutent, qui veulent sûrement investir à long terme dans l'énergie citoyenne, parce que bah, ça rapporte aussi de plus en plus, voilà, maintenant que les projets tournent. Alors, comment ça marche? Disclaimer, évidemment, tout investissement présente des risques de perte du capital investi. Donc, n'investissez que si vous avez de l'argent dont vous n'avez pas besoin à court terme. Et tu l'as dit, ce n'est pas un don, c'est un investissement éthique où on peut prendre une ou plusieurs actions. Alors, à partir de 100 euros, enfin en tout cas plus exactement 123 euros maintenant parce que l'action a pris de la valeur. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Oui, alors ça, c'est effectivement une grande satisfaction et une grande fierté d'énergie partagée de pouvoir avoir des actions qui ont pris de la valeur. Tu le disais, initialement, c'était à 100 euros. Donc, on avait décidé qu'il fallait que tout un chacun puisse prendre part à énergie partagée en investissant, en confiant 100 euros, aujourd'hui 123 euros. C'est une action. Donc, si vous faites ça, vous devenez actionnaire d'énergie partagée. Vous pouvez donc participer à la vie démocratique d'énergie partagée. Vous pouvez venir aux assemblées générales. Vous pouvez rejoindre le conseil de surveillance. Bref, vous êtes un actionnaire parmi d'autres et vous pouvez accéder à toute l'information. Ou ne pas du tout vous impliquer Voilà. parce que vous n'avez pas le temps, mais donner du sens à votre argent. Tout à fait. Et donc, c'est quelque chose qu'on voulait dès le début, c'était pouvoir impliquer tout un chacun. Et on n'est pas obligé effectivement de se limiter à 100 euros. On peut mettre 200 euros. On peut mettre la moyenne chez nous, à énergie partagée maintenant est autour de 5 000 euros. Et quelque part, c'est parce que aussi on a 15 ans. C'est parce que quelque part, on a prouvé que les projets dans lesquels on investissait étaient viables, qu'ils étaient rentables, que le modèle s'amorçait. Et cette année, pour la première fois, on a même pu distribuer des dividendes. C'est-à-dire, on a pu répartir le bénéfice positif de la société, en tout cas une partie de ces bénéfices, entre les actionnaires pour leur démontrer et pour les remercier, démontrer que c'était viable et que le projet était... Quand tu verses 700 000 euros de dividendes, a priori, c'est viable. Voilà, alors c'est pas 700 000 euros par personne, mais effectivement au total c'est un bon ça. retour sur investissement. Et donc c'est ce qui démontre que comme prévu, comme il était prévu dès le départ dans nos modèles, on arrive à un résultat positif qu'on peut distribuer en partie. Et la valorisation de nos actions, ça prouve aussi que les différents investissements qu'on a dans les sociétés de projet, elles ont pris aussi de la valeur. Donc voilà, tout ça mis bout à bout fait qu'il y a à peu près une rentabilité entre 3 et 5% en fonction des années. Et c'est variable, on va dire aussi, compte tenu de l'inflation. On essaie de s'ajuster. Mais on a toujours voulu être un peu mieux que ce que offre le livret A. Alors, comme tu l'as dit, c'est pas comparable. Mais on s'est dit, voilà, les gens à qui on s'adresse, c'est les gens qui ont peut-être un petit peu de sous sur un livret A. Il faut qu'on arrive à leur démontrer que l'implication dans l'énergie partagée, ils y gagneront un petit peu plus, ils y gagneront aussi un peu plus de sens, sans doute. Voilà, on sent que face à de plus en plus d'opacité dans la finance classique, nous, on veut démontrer que c'est intéressant, que ça a du sens et que c'est rentable de financer la transition énergétique citoyenne. Et si vous avez besoin, évidemment, vous pouvez revendre vos actions une fois par an. Alors, il faut attendre l'Assemblée générale. Mais bon, ça n'a pas trop de sens. Investissez que si vous voulez, on va dire, rester une dizaine d'années. Parce que l'énergie, c'est à long terme, c'est des projets évidemment rentables. Il y aura toujours quelqu'un qui va acheter l'énergie produite. Mais forcément, avec des grosses infrastructures à rembourser au départ. Parenthèse importante, moi j'ai pris des parts dans énergie partagée hier. J'ai pas investi donc concrètement, j'ai pas investi dans un des 150 projets, c'est important de le dire. J'ai investi dans le fonds
énergie partagée qui rassemble, qui est actionnaire dans tous ces projets. Donc voilà, s'il y a un projet sur 150, ce qui arrive jamais, qui se casse la gueule, mon argent, il est en sécurité parce que le risque, il est mutualisé sur tous les projets. Voilà. C'est ça la grosse différence avec le financement participatif Oui, auquel un peuvent être, crowdfunding, voilà, le crowdfunding auquel on peut être habitué quand on va sur une plateforme, on voit un projet glamour, sympathique, on a envie d'aller ou parce qu'il est près de chez nous, ou parce que c'est là où on allait en vacances, où on va en vacances. Bon, j'ai envie d'y aller, voilà. Et donc je suis exposé au niveau du risque sur ce projet. La logique d'énergie partagée, comme tu le disais, c'est tout l'inverse. Effectivement, il y a des vrais projets, on peut aller les voir, il n'y a pas de souci. Mais c'est bien dans énergie partagée qu'on va prendre des actions. Et après, énergie partagée en tant qu'intermédiaire ira investir dans chacun des projets. Si bien que, comme tu le dis, s'il y a une baisse de production parce que c'est une année avec un peu moins de vent sur la Bretagne, ou c'est une année avec un peu plus de soleil sur... Bon, voilà. Toutes ces différences de production, ou même s'il y a effectivement un aléa, une panne qui fait que pendant 2 mois, on ne peut pas utiliser tel ou tel, l'actionnaire ne sentira rien. Et ça, c'est ça qu'on voulait aussi, c'est qu'on ne soit pas en risque et en stress vis-à-vis de projets qu'on soutient. Non, maintenant qu'on en a 150 des projets, effectivement, s'il y en a 1 ou 2 ou 10 qui ont des variations de production, ça ne changera rien. Et plus il y a de projets, moins il y a de risques et moins il y a de différences. Donc c'est ça aussi, c'est que ce modèle, plus il avance, plus il est robuste. Donc, si vous voulez investir dans l'énergie citoyenne, rendez-vous sur énergie-partagée.org/souscrire. énergie-partagée.org/souscrire. Je vous mets le lien en description, évidemment. N'hésitez pas non plus à regarder la carte des projets citoyens près de chez vous pour les rejoindre si vous avez envie de leur donner un coup de main ou pourquoi pas de monter le vôtre. Pour terminer, je voulais te demander pourquoi, toi, ça te tient à cœur ce projet, Marc? Ouais, ce projet me tient à cœur parce que je l'ai connu au moment où j'étais à 2 doigts de baisser les bras sur le climat. J'étais à 2 doigts de me dire, j'avais participé à quelques conférences sur le climat et je m'étais dit, voilà, des COP, et je m'étais dit, dis donc, le cynisme politique et économique et financier de ce monde est tel que ça passera pas, que ça, on n'y arrivera pas. Et revenu sur le plancher des vaches avec des gens qui faisaient et avec des gens qui avaient eu un enthousiasme communicatif comme ça et qui arrivaient à bouger des montagnes, je me suis dit, ok, je vais les suivre ces gens-là et je vais faire en sorte qu'on connaisse et je vais essayer de rassembler le plus de gens pour les financer et voilà. Et donc c'est ça qui m'a plu dès le départ. Je me suis dit, c'est une aventure d'une vie, en fait, ce qu'ils font et ce que je vais faire. Donc, je veux absolument m'y consacrer et pour, si possible, qu'on puisse atteindre, on va dire, par le bas, par les terrains, voilà, et avec la capillarité dont on parlait tout à l'heure, peut-être que ça va passer, si ça passe pas par le haut, ça passera peut-être par le bas. Moi, ça me touchait beaucoup dans ce que tu me racontais, qu'aujourd'hui, c'est très facile de se sentir impuissant. Voilà, on a fait un épisode avec Camille Etienne là-dessus et d'être déprimé. Et toi, tu me disais que justement, loin du cliché du français cynique, râleur, désabusé, toi, autour de toi, justement, dans ce mouvement, tu t'émerveilles de voir que des gens justement qui rayonnent, qui s'engagent et forcément d'être entouré. T'imagines si t'étais entouré que par des gens qui sont proactifs, qui se disent... bien sûr qu'ils sont lucides sur l'état du monde, mais qui se disent vas-y, on peut lancer des projets, lui, on peut le faire changer d'avis, ou on peut construire. Enfin, ça fait du bien, quoi. Ouais, et puis c'est communicatif, vraiment, quand je vois dans réunion de présentation de projet ou réunion d'explication d'un projet, d'une coopérative, à quel point est-ce qu'il y a des gens dans la salle qui découvrent qu'il y a des gens comme ça. Et du coup, ils vont les rejoindre et puis voilà, ils vont en parler à leur famille, etc. Ça va se faire comme ça. Et ça se fait très efficacement comme ça. Et des gens que j'ai pu voir il y a 5 ans et qui démarraient, qui étaient un petit peu, qui avaient l'air de pas être vraiment au bon endroit, qui disaient mais qu'est-ce que je fais là? Maintenant, c'est des leaders de leur réseau local, en fait. Merci, Marc. Si vous voulez prendre une ou plusieurs parts dans Énergie Partagée, pour vous ou pour offrir, je leur dis rendez-vous sur énergie-partagée.org/souscrire. Vous avez le lien en description. Et si vous avez des questions, vous pouvez nous les poser sur YouTube, Insta ou Spotify en commentaire. Ciao Marc, merci beaucoup. Merci beaucoup Pierre. À bientôt. À dimanche prochain. Au revoir.